Voilà, cette table ronde, on l'a voulu empreinte de vécu d'entrepreneurs. On l'a voulu aussi avec des témoignages, donc on l'a voulu avec des supports qui sont là, incontournables, pour travailler cette étape-là. Et donc j'ai le plaisir d'être entouré par 3 entrepreneurs et par 3 organismes supports. J'appelle sur scène Manuela Duclou, dirigeante de Polochon et compagnie. J'appelle aussi sur scène donc Lionel Brunengräber, dirigeant de MyAngel. Alors Manuela nous parlera d'une levée récente, enfin d'une campagne récente de crowdfunding. MyAngel nous parlera de sa levée de fonds récente. J'appelle maintenant sur scène aussi Philippe Dufaux, dirigeant de Custom Store Motorcycle. Il nous parlera de son expérience maintenant un petit peu longue de travail aux côtés des Beaujolais Business Angels. J'appelle aussi sur scène donc Alexandre Dufour, chargé d'affaires innovation à BPI France. J'appelle Jean-Marc Galland, président de Beaujolais Business Angel. Et, pour terminer notre cercle, Jean-Charles Cotin, président du directoire d'Incite Financement. Voilà, alors on va démarrer d'entrer dans le vif du sujet et entamer cela par un témoignage d'entrepreneur. On va commencer par vous, Manuela Duclou. Vous allez nous dire un petit peu qui vous êtes, que fait Polochon et compagnie. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis entrepreneur depuis très peu de temps. Voilà, ça va mieux. En fait, j'ai eu une carrière en tant que salarié pendant plus de 20 ans dans la région parisienne, dans des grands groupes. Et puis, on a décidé il y a 2 ans de tout quitter. Je crois que c'est un peu à la mode pour partir en province et partir dans l'entrepreneuriat, que ce soit mon mari ou moi. Moi, avec le choix de créer une entreprise, parce que j'avais un produit en tête qui était une lampe pour les enfants. Et voilà. Et donc, on est arrivé dans la région il y a 2 ans. Et j'ai créé la société en avril 2016 avec un début de commercialisation en avril 2017. Bien. Donc, oui, vous avez créé avec quel soutien en arrivant ici sur le territoire ? Alors, une des choses très importantes, et notamment quand on arrive dans une nouvelle région, c'est évidemment d'avoir des contacts et des réseaux très présents. Moi, j'ai été aidée par Initiative Beaujolais et la Chambre de commerce, qui du coup m'ont aidée à la fois en termes de financement, puisque j'ai eu un prêt d'honneur par Initiative Beaujolais. J'ai également eu un prêt bancaire et un apport en capital sur mes fonds personnels. Mais l'aide en financement m'a également permis d'avoir un accompagnement pour trouver des contacts sur l'industrialisation, puisque j'avais décidé de fabriquer en France et de fabriquer en local. Et donc la Chambre de commerce et Initiative Beaujolais m'ont également aidé à trouver des contacts industriels pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon projet et trouver les partenaires pour fabriquer. Alors on parle de nouveaux produits, industrialisation, ça veut dire qu'il y avait un projet d'entreprise avec une partie négoce et puis aussi avec une partie donc la création et l'industrialisation de nouveaux produits. Vous nous parlez un petit peu plus de ce nouveau produit ? Oui, alors moi le produit a nécessité 1 an et demi de recherche et développement. J'ai travaillé avec une agence de design industriel, puisqu'évidemment on passe d'une idée de concept à un produit fabriqué, et il y a un chemin assez long, puisque sur un produit comme le mien, ça veut dire qu'il y a des moules pour injecter. Moi j'étais pas du tout technique au départ, j'avais juste une idée, et du coup la lampe est une applique nomade qui peut s'accrocher dans tous les sens et qui est multifonction, puisqu'elle fait office d'applique, de veilleuse, de torches et de liseuses. L'idée est d'accompagner les enfants pour qu'ils soient bien éclairés en toute sécurité pour sans s'éblouir. Et vous aviez réuni tous les moyens pour pouvoir lancer ce produit. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez décidé aussi de chercher d'autres moyens pour lancer ce produit ?
Alors, en fait, j'ai travaillé toute la phase de finalisation du concept. Et une fois que mon concept était finalisé, que le produit était prêt à être fabriqué, où j'avais trouvé les fournisseurs, j'ai décidé de lancer une campagne de crowdfunding assimilée un peu à de la prévente, puisque ça m'a permis de lancer ma première série et de fabriquer ma première série. Donc ça a été les fonds nécessaires, j'avais les fonds au départ pour aller jusqu'au bout du projet. Par contre, pour fabriquer, le crowdfunding a un double intérêt, c'est d'apporter du financement, mais d'apporter aussi un premier retour client de gens plutôt bienveillants, puisqu'ils sont soit le premier réseau, et donc des amis, entre guillemets, au sens large, soit des gens qui sont très bienveillants par rapport à la création d'entreprises. Et vous avez lancé donc une campagne sur KissKissBankBank, Oui. c'est ça? Oui. Quel chiffre, à quelle période c'était tout ça? Alors, la campagne a été lancée mi-décembre et du coup, on a pu livrer les produits en mars. Donc on a eu... alors la campagne de crowdfunding, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, j'ai trouvé ça, moi, très encourageant et ça m'a énormément donné confiance à la fois dans mon produit et dans mon projet, parce qu'en fait, on a des retours des gens, c'est-à-dire que ce sont des premiers clients et encore une fois, ils sont bienveillants. Et je trouve que c'est une phase hyper intéressante parce que déjà, on voit que son projet vaut quelque chose puisqu'on nous donne de l'argent. Donc moi, j'avais un budget à 8 000 € que j'ai dépassé et quasiment 90% c'est fait sur la lampe. Donc les gens ont décidé de mettre plus d'argent pour avoir une lampe. Donc ça, c'était un premier retour positif. On va regarder votre film, votre campagne de crowdfunding. Il y a 1 an, j'ai quitté mon job et Paris pour lancer la marque Polochon et compagnie et développer une nouvelle gamme de lampes pour les enfants. Ça y est, mon projet est bien avancé. Je suis ravie de partager avec vous les premières ébauches. Je voulais une lampe nomade très maniable, constituée de matières nobles, avec un aplat pour la stabiliser quand on la pose. 2 accroches, une sur l'abat-jour, l'autre sur le manche. 2 puissances, avec un pop-up qui permet de tamiser la lumière, sans fil, juste un port micro USB pour la recharger. Torche, applique, veilleuse. Les enfants de 6 à 12 ans peuvent évoluer avec elle en toute sécurité, avec une grande facilité d'utilisation. Les 4 LED dégagent très peu de chaleur, il n'y a aucun risque d'éblouissement et une extinction automatique se fait au bout d'1 heure. La région du Beaujolais, où je me suis installée, s'est révélée idéale pour réussir à faire du Made in France. J'ai donc développé de nombreux partenariats en local, afin de réaliser la menuiserie, la découpe, la plasturgie et l'électronique. Premier succès, notre lampe a été présélectionnée par 2 institutions de la mode et du design. Merci pour cela. Voilà, bravo, on peut l'applaudir, ouais, effectivement. Alors, Manuela, dites-nous un petit peu quels ont été effectivement les résultats, les retombées de cette campagne-là. Je crois que vous avez peut-être déjà donné quelques éléments. Oui, mais... j'ai donné quelques éléments. Après, je pense que dans une campagne de crowdfunding, il faut jouer des vraies valeurs humaines. Alors moi, en revoyant le film, ça fait aujourd'hui quasiment 1 an. C'est vrai qu'il faut parler de soi, il faut parler du projet, il faut parler de ses valeurs. C'est sur ces valeurs que les gens vont financer. Donc, ce ne sont pas des financeurs comme des banques qui vont travailler que sur les chiffres. Là, on a affaire à des
des hommes et des femmes qui vont investir sur des valeurs et qui vont investir sur une personne au-delà du produit. Donc ça, je pense que c'est un message important pour ceux qui souhaiteraient faire une campagne de crowdfunding. Après, moi, ça m'a permis du coup de tester mon produit. Ça m'a permis également de commencer la communication sur le produit, puisque j'ai des journalistes qui m'ont appelé, des clients qui m'ont appelé à partir de la campagne. Très bien. Vous avez fait des préventes, mais vous avez aussi récolté des dons, en fait. Quelles étaient les contreparties que vous avez mis dans cette campagne de crowdfunding ? Alors moi, au départ, j'étais pas complètement sûre de mon projet, donc du coup c'est vrai que j'ai mis des contreparties sur chaque financement. J'ai quand même des gens qui ont donné de l'argent sans contrepartie, qui ont vraiment fait des dons pour m'accompagner dans mon projet. Du coup j'avais décliné quelques objets sur ma charte graphique, des mugs, des cartes, etc., que j'offrais pour des plus petits montants que la lampe. Mais encore une fois, les gens, je crois que l'investissement moyen sur le crowdfunding est de 40 € selon les projets. Moi, ma moyenne était à plus de 70 €, puisque les gens prenaient une lampe en fait pour leurs enfants. Donc c'était un premier succès. Ok, pour très le bien. produit. Est-ce qu'il y a encore des enseignements à tirer qu'on n'a pas évoqués, un message de conclusion pour quiconque qui veut lancer une campagne comme la vôtre ? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'en priver parce que ça permet d'avoir une confiance en soi pour aller après faire les démarches commerciales. C'est-à-dire que je pense que moi, je n'aurais pas eu autant confiance en mon produit si je n'avais pas eu déjà tous ces achats qui avaient été réalisés pendant la campagne. Et ça, je pense qu'il ne faut pas s'en priver au-delà de l'argent. Voilà. Bien. Merci, Manuela, pour ce témoignage. On va enchaîner par un autre entrepreneur. Voilà. Lionel Brunengreber, donc MyAngel. Bien d'abord, Lionel, voilà, qui êtes-vous? Que fait MyAngel? Alors moi je suis ingénieur de formation, j'ai commencé à travailler pour la défense, ensuite j'ai fait un MBA et j'ai travaillé pendant 11 ans fait, dans le conseil en management, en ingénierie sur des tas de techno pour des tas de secteurs différents. Et j'ai eu effectivement l'idée, à travers différents projets, différents vécus, de MyAngel en 2013. L'idée étant de proposer une prestation. C'est avant tout une société de services pour répondre à des besoins, notamment dans les entreprises, mais que vous allez également pouvoir imaginer au profit des particuliers très facilement, de sécuriser les gens dans leur vie quotidienne, de les aider à avoir des secours à leur côté très facilement, où qu'ils soient, quelle que soit l'heure, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation. Et il y aura un petit film tout à l'heure, je ne vais pas forcément détailler. Non, mais on va enchaîner justement. Donc la société on va a été... le passer, le film. Tu veux passer le film tout de suite? Okay, très bien. Allez. Voilà, on envoie donc le film MyAngel, présentation de la société. L'ensemble des acteurs du monde professionnel est mobilisé en permanence pour réduire les risques qui peuvent survenir en situation de travail. En particulier, le contexte du travailleur isolé oblige les employeurs à protéger et à mettre en œuvre des solutions spécifiques lorsqu'ils sont coupés de leurs collègues pour les protéger de tout risque de malaise ou d'agression. 4 millions de salariés sont concernés par ces problématiques. Et l'INRS observe en France un fort taux de sous-équipement dû au fait que les solutions actuelles sont trop chères et trop complexes à mettre en œuvre. Notre solution unique, qui allie à la fois technologie et service, nous permet de proposer un service clé en main, faisant de nous une solution à la fois très performante, peu coûteuse et particulièrement facile à utiliser au quotidien. Ceci permet d'émettre des alertes dans les meilleures conditions. Mais afin d'être utile et efficace, une alerte doit être gérée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons une connexion GSM multi-opérateur mondiale, une localisation GPS, une autonomie record et une capacité de détecter les situations anormales de façon très ergonomique pour nos utilisateurs. Plus de 70 sociétés et groupes divers nous font déjà confiance au quotidien. Nous amenons à leurs salariés une protection effective et nous permettons à ces employeurs de respecter leurs obligations légales. Bien. Donc, on a parlé un petit peu de la naissance de MyAngel. Globalement, quelles ont été les différentes étapes, les différentes tranches de vie de MyAngel jusqu'à aujourd'hui ? Voilà, donc cette idée appliquée effectivement au quotidien a une application directe dans le monde professionnel, comme vous l'avez vu, sur des choses qu'on appelle la protection des travailleurs isolés ou la protection des travailleurs au sens large, puisque la problématique d'agression, d'incivilité peut également susciter ce type de déploiement. Donc cette idée, je la documente en 2013, la société est créée début 2014.
Et en fait, directement, j'ai la chance d'emmener avec moi des gens du secteur de la sécurité, avec un joli nom de la sécurité qui contribue au financement et au lancement de la société. Ce qui me donne un effet de levier entre mes fonds personnels, la Love Money, plus la crédibilité, les premiers financements de cette société de sécurité qui m'accompagne, pour aller chercher des financements BPI, et puis nous permettre d'aller vite et loin assez rapidement, puisqu'on a 2 volets à développer. Un marché nouveau à créer, puisqu'on est les premiers à adresser le marché avec une solution clé en main, très facile à déployer, où on est interlocuteur unique de la sécurité des gens dans leur quotidien et notamment au travail, mais aussi du coup à lancer un projet d'innovation, puisque pour développer ce service et pour permettre qu'il soit déployé, on a eu besoin de créer un objet connecté, tout l'écosystème qui va derrière, de faire du design. On s'est mis un certain nombre de challenges, de pouvoir les fabriquer en France, d'avoir une autonomie de 10 jours, voilà. Donc on avait un certain nombre de performances importantes et qu'on ne trouvait pas par ailleurs, en termes également de technologie sur le marché. Donc une exclue de service, une exclue techno, tout ça, ça a demandé un certain nombre de moyens effectivement pour le lancer au départ. D'accord. Et dernièrement, vous étiez aussi donc à une dernière tranche de projet avec un projet donc pour la suite, pour demain, quoi. Ouais. Alors normalement, c'est pas la dernière, c'est une étape dans les 20 ans qui vont suivre. Pardon. Non, mais effectivement, on vient de franchir deux étapes importantes pour nous. À titre personnel, alors c'est tout nouveau, on n'a pas pu le débriefer, mais j'ai été lauréat du réseau Entreprendre la semaine dernière, donc c'était aussi un bon signe pour le projet et à titre perso. Et puis on a également levé des fonds il y a 2 semaines, donc ça a été un long run, on va en parler un petit peu, puisqu'on a levé un peu plus de 500 000 euros qui vont nous permettre de franchir l'étape suivante, c'est-à-dire de continuer à innover. On est dans un monde d'innovation, mais aussi d'aller adresser de nouveaux marchés et puis de passer à l'échelle en embauchant des gens pour pouvoir assurer le meilleur service, continuer à être les plus performants et puis ne pas seulement compter sur le bouche à oreille et sur la vente directe comme on l'a fait aujourd'hui, mais créer une vraie force de vente et des réseaux de distribution. Alors justement, ces 500 000 euros, ce capital levé, ça vous donne la liberté d'entreprendre sur les chemins de l'innovation. Et ça vous amène aujourd'hui, vous êtes quelle taille d'équipe? Vous allez vous structurer comment? Et vous avez quelles ambitions en termes d'objectifs de développement? Ouais. Donc on va boucler du coup notre 2e année, c'est notre 4e année, mais ça va être notre 2e année de commercialisation avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros. On devrait faire 1 million l'année prochaine. On est une équipe de 7 qui doit grandir à la fois, je vous l'ai dit, sur les aspects commerce, effectivement, puisqu'il faut qu'on systématise et puis qu'on aille chasser beaucoup plus qu'aujourd'hui. On était plus dans une démarche un peu d'élevage avec des clients qui se passaient le tuyau, des clients qui venaient un petit peu à nous, des gens qui viennent nous rencontrer sur des salons. Là, maintenant, il faut qu'on aille les chercher. Et puis, on a besoin également, on est une société de services et de conseils, on a besoin également de structurer beaucoup le back-office et de continuer à avoir la meilleure réponse client, à gérer nos clients, puisqu'on les accompagne en fait sur 2 ans, ils sont abonnés à nos services et on les accompagne pendant 2 ans, pendant la durée de leur abonnement chez nous, sur le déploiement, sur l'utilisation, sur tous les problématiques qu'ils peuvent avoir à résoudre au quotidien autour de leur personnel. Donc, pour répondre à ta question, parce que j'ai pas tout à fait répondu, des emplois, on a besoin de se structurer et de renforcer l'équipe, et puis on veut continuer à innover. On a des tas d'idées, il y a des tas de technos qui arrivent sur le marché, donc il faut toujours être à l'affût des nouvelles performances. On est en train de concevoir le grand frère de notre petit boîtier qu'on va annoncer dans 1 mois sur un salon professionnel à Strasbourg, Préventica. Si vous voulez vous promener du côté de l'Alsace, c'est un très joli salon. On est d'ores et déjà retenu et nominé pour le prix de l'innovation. On espère avoir le prix de l'innovation là-bas. On a eu celui-ci en 2014, en fait dès notre commercialisation, ça a été un super signe. Alors nous, on n'a pas eu les signes sur le grand public, le crowdfunding de masse n'était pas adapté, mais on a eu des signes du monde professionnel qui nous a dit ça c'est innovant, et dès notre première annonce on l'a fait. Donc on va essayer de reproduire ça avec le grand frère, parce que ça nous a donné un vrai boost. Voilà. Revenons à la levée de fonds, à l'opération de levée de fonds. Comment on s'y prend en fait, Lionel? Comment on s'entoure? Voilà. Alors on prend une grande respiration.
On s'échauffe bien. On part pas trop vite parce que ça va durer longtemps. Quand on part un peu trop vite, des fois on a du mal peut-être à aller au bout. Et puis on se garde quelques réserves en poche pour manger en cours de route parce que ça peut être plus long que prévu. En fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est que la levée de fonds qu'on voulait faire dès le début de la 2e année, on l'a fait finalement dans la 3e année. Alors, dans le début de la 4e, on va dire. Pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons, mais surtout parce qu'il faut trouver la formule de levée de fonds et le partenaire de levée de fonds qui va correspondre à l'histoire de l'entreprise, au marché, et avec des gens qui peuvent comprendre la façon dont les choses se montent ou le business dans lequel on est. Et l'écosystème des gens qui investissent dans le service et pas simplement entre guillemets sur un objet, c'est déjà joli, un marché produit, mais du coup nous on n'est pas tellement sur un marché de produit, on est sur un marché de service, on s'implique sur la sécurité des personnes, on peut pas vendre en crowdfunding directement avec de la prévente parce que personne se lève un matin en se disant j'ai besoin de ça, pas encore, on a besoin de créer ce marché, il y a des besoins partout, on pourra parler du développement vers le marché des particuliers, tout le monde peut se projeter avec un besoin comme celui-ci, avec un matériel et un service comme celui-ci, mais personne n'y pense aujourd'hui. Donc il y a des besoins, mais il n'y a pas de marché. Donc effectivement, tout ça, il faut le mettre en place et trouver le bon partenaire et la bonne formule pour la levée. Donc vous avez sélectionné My New Startup, je crois, et voilà, donc vous avez un tour de table aussi. Après un certain nombre de quoi, rencontres, un certain nombre d'essais, on a fini effectivement par converger sur la formule qui nous a permis d'aboutir et qui est géniale pour nous, qui est une formule de crowd equity. Donc c'est du crowdfunding, mais vraiment d'investissement au capital. Alors crowdfunding, c'est un peu un fourre-tout. On va le détailler un petit peu aujourd'hui dans les différents leviers en France. Il y a de la prévente qui s'adresse bien à certains marchés, on en a parlé. Il y a de l'investissement au capital qui est sur des très petits tickets et qui s'adresse vraiment à la masse. Des plateformes comme WeSeed, etc. On peut investir à partir de 100 € quand on est un particulier, etc. Et puis, il y a des plateformes qui sont vraiment destinées plutôt à des profils d'investisseurs où on peut entrer avec des tickets de 10 000 €, 20 000 €. Il y a des plateformes intermédiaires. Pour nous le ticket d'entrée, entre guillemets, était de 1 000 €. Donc, c'est déjà des gens qui ont une certaine logique d'investissement et qui veulent prendre un peu des parts de société qui sont déjà un petit peu en train de raisonner, non pas je mets un ticket de 100 € pour voir, mais je mets une certaine somme sur ce projet. Bien. Quel enseignement donc vous avez tiré de cette récente conclusion là maintenant, voilà, de cette page qui... Oui, je suis bavard, il faut que je conclue. Donc effectivement, My New Startup, donc je vous incite à aller regarder quand même, et y compris si vous êtes porteur de projet, qui s'appelle aujourd'hui Finple, F-I-N-P-L-E. Est une plateforme qui s'adresse d'abord à des investisseurs, qui va d'abord chercher des investisseurs et qui permet derrière d'aller monter une holding avec un certain nombre d'investisseurs. Donc les 500 000 € en fait sont répartis sur une vingtaine de personnes qui investissent chez nous. L'enseignement que j'en tire, c'est que il faut essayer plein de choses, on ne sait pas forcément à l'avance. En tout cas, ça a été mon cas. Quelle va être la bonne formule? Si on est sur un marché à destination des particuliers, il y a des voies qui sont tracées. Il y a pas mal de concurrence aussi sur les plateformes de crowdfunding en pré-vente. Il y a pas mal de mauvaises expériences passées. Il commence à y avoir mauvaise presse aussi de certaines plateformes. Kickstarter, il y a des tas de projets qui ont été financés. Il y en a peu qui en sortent. Très bien. Et les leviers effectivement de crowd equity, donc réellement d'investissement, sont relativement peu connus encore en France. Le travail avec des business angels, etc., tout ça doit se structurer encore un petit peu. Okay. L'enseignement pour moi, c'est qu'il y a un vrai levier à faire là-dessus. Voilà. Et pour nous, ça a été génial cette formule. On en parle, ça bouge, y compris avec les personnes qui sont là sur ce tour de table. Très bien, vous avez parlé d'innovation, de tranche de vie avec du développement, de l'innovation. Vous avez parlé de BPI France. On va maintenant passer à Alexandre Dufour, donc chargé d'affaires innovation à BPI France. Alors Alexandre, voilà, qui est BPI France? Que fait-on à BPI France? Bonjour, donc BPI France est une banque un peu particulière parce que notre actionnaire est l'État, enfin nos actionnaires sont l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire, nous sommes aujourd'hui 2500 salariés répartis dans 42 implantations, dont une qui a été créée il y a un peu moins de 2 ans, qui est basée à Bourg-en-Bresse et qui couvre le département de l'Ain et l'ensemble du territoire du Beaujolais.
Bien. Et maintenant, que fait-on sur la partie... alors ça, c'est la chaîne, pardon, de toute la présence en fait de BPI. Hein. Voilà, nous sommes aujourd'hui présents sur 5 métiers. Donc le financement de l'innovation que je représente aujourd'hui. Nous avons également le cofinancement des investissements matériels, immobiliers et BFR aux côtés des banques. Un métier très historique qui est la garantie. Nous garantissons les banques quand elles prêtent aux entreprises. Un métier qui est arrivé dans BPI en 2013, mais qui est issu du fonds stratégique d'investissement, le FSI, sur l'entrée au capital de BPI dans les entreprises. Et puis un métier qui est arrivé récemment, au 1er janvier 2017, qui est l'export, avec l'intégration de l'ancienne Coface publique au sein de BPI France, qui est devenue BPI France Assurance Export. Très bien. Et maintenant, sur l'innovation, donc globalement, on a cette chaîne un petit peu plus précise. Donc le continuum de l'innovation, nous intervenons en financement très tôt sur les projets, depuis la validation de l'idée, et puis on peut accompagner jusqu'à la commercialisation des innovations. Alors innovation au sens assez large, bien sûr, un métier historique qui est l'innovation technologique, mais qui a beaucoup évolué depuis 2013-2014 sur des innovations plus larges. Alors pour les startups, on peut avoir la bourse French Tech en début, un petit mot. Alors un outil qui a été créé il y a 2-3 ans qui s'appelle la bourse French Tech, qui est là pour valider une faisabilité d'une idée qui peut partir avant création jusqu'au 1 an. Alors c'est un outil qui est fortement demandé, hein, parce qu'étant donné que c'est avant création d'entreprise, nous avons aujourd'hui juste sur notre territoire entre 20 et 50 demandes par mois, sachant qu'on peut en financer 2. Donc ça reste un peu sous forme de concours, ce qui n'est pas toujours évident non plus à suivre, alors sachant qu'on finance quand même beaucoup de projets, hein, en gros une cinquantaine par an. Sur cette enveloppe. Alors sur cette chaîne ici de l'innovation, effectivement, il y a plusieurs étapes. Il y en a une relative donc au renfort des fonds propres. La dernière est plutôt pour l'accès au marché. Mais si avant d'accéder au marché, on a besoin de renforcer les fonds propres, c'est le sujet de notre conférence là. On va enchaîner. Justement, vous avez 2 produits chez BPI France sur ce point-là. Alors, effectivement, avant même d'amorcer les fonds propres, il y a toute la partie phase de développement qui reste assez compliquée à financer. Donc, nous avons des outils type prêt à taux zéro avec des différés de remboursement qui vont jusqu'à 3 ans. Et donc là, on peut aller jusqu'à 5 millions de financement. Par contre, tous nos dispositifs d'aide sont plafonnés aux fonds propres. Donc d'où une importance forte de préparer cette phase de financement de vos fonds propres. Il faut trouver des fonds propres et la levée de fonds en fait partie. Donc nous avons, pour préparer avant la levée de fonds, Lionel le disait tout à l'heure, il faut pouvoir vivre pendant le temps que la levée de fonds arrive. Donc il y a le prêt d'amorçage, qui est un prêt avec 3 ans de différé de remboursement, qui est de 50 000 à 300 000 euros pour aider l'entreprise à patienter avant la levée de fonds. Et une fois que la levée de fonds est faite, nous avons un autre outil qui est le prêt amorçage investissement, qui est un prêt toujours avec 3 ans de différé de remboursement et puis 5 ans d'amortissement, qui vient conforter les nouveaux actionnaires. Nous venons à hauteur de la moitié de la levée de fonds. Donc une levée de fonds de 500 000 euros, on peut rajouter 250 000 euros en prêt de trésorerie, clairement, pour venir conforter le projet et la levée. Ces supports-là sont accessibles uniquement aux entreprises innovantes? On en dit un petit mot? Alors, ces dispositifs sont uniquement accessibles aux entreprises innovantes. Il faut que les entreprises aient eu en amont une aide à l'innovation de chez BPI ou d'autres structures type Région Rhône-Alpes pour avoir accès à ce type de dispositif. Il faut avoir un projet innovant. Ouais. Y compris pour le préamorçage investissement? Alors, si l'entreprise a moins de 5 ans, on peut, s'il y a une levée de fonds pour une jeune entreprise, c'est que forcément il y a un projet innovant derrière. Je pense que sinon des investisseurs n'iraient pas dans des entreprises type start-up. Donc on peut aller sur des entreprises qui ne sont pas passées par des dispositifs BPI France sur ce prêt d'amorçage investissement. Bien, merci Alexandre.
Alors, pour compléter ce tour, effectivement, financement, maintenant on va parler avec vous, Jean-Marc Galland, de Beaujolais Business Angel. Oui, Voilà. bonjour à tous. Alors, bien déjà, Jean-Marc, qu'est-ce qu'un Business Angel, ouais? Bah, c'est tout simplement une personne physique qui investit une partie de son patrimoine dans un projet d'entreprise, dans une entreprise innovante et à potentiel de développement. Voilà. Et qui est Beaujolais, donc Business Angel? Alors, Beaujolais Business Angel, c'est une association. On est à peu près une quinzaine de membres, en fait. Donc, basé ici à Villefranche, logé au sein de la CCI qui nous prête gracieusement ses locaux. Et donc, l'objectif étant d'investir localement, en fait. Voilà. Donc vous êtes créé depuis septembre 2009, en fait. Tout à fait, oui. Et voilà. Les projets donc concernés, on voit effectivement ici, là, juste peut-être un petit mot sur les projets concernés. Alors les projets concernés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc déjà, alors on n'est quand même pas limité uniquement au Beaujolais. On peut aller on peut s'écarter un peu, mais donc plutôt localement en fait. Le principe, c'est d'avoir un projet qui bien sûr a un réel potentiel de développement, de croissance. Voilà. Et donc notre calendrier, c'est qu'on intervient dans la phase de création. C'est-à-dire que la société doit être constituée et à partir de là, on va intervenir pour aider à son développement à partir de sa création ou éventuellement, soit pour l'autre cas, c'est le cas d'une reprise d'une entreprise en fait. Et puis le dernier critère, bien sûr, c'est on intervient dans des sociétés qui ont besoin de moyens financiers. Donc à partir de là, en fonction de tout ça, alors, on va trouver le bon dossier. Comment un porteur de projet, un dirigeant vous sollicite aujourd'hui? Alors, soit par le biais de notre site internet, où les gens peuvent peuvent déposer un dossier en fait. Et autrement, j'allais dire par la bande en fait. On va enchaîner sur effectivement le processus pour valider, pour qualifier un projet. Voilà, donc sur le site internet, vous trouvez tout un ensemble de documents à télécharger, donc qui sont à compléter. À partir de là, le processus, c'est que ces dossiers, on se réunit, on fait un comité de sélection qui se réunit une fois par mois. Donc on va présélectionner le dossier en fonction de de différents critères en fait. Et à partir de là, si le dossier est sélectionné, on va l'instruire. Donc il y a en principe 2 membres de l'association qui vont intervenir dans la société pour étudier avec le porteur de projet la validité du projet en fait. Une fois qu'on a fait ces éléments-là, on va présenter l'ensemble du dossier aux investisseurs. Enfin, le porteur de projet va venir présenter son dossier aux investisseurs et défendre le dossier, répondre aux questions qui pourraient être posées. Et puis, à partir de là, j'allais dire, si le projet est vraiment porteur, on va intervenir, voilà. Donc on va décider d'investir en fait. Donc les points clés précis que vous examinez sur un projet, où est la bonne façon de vous le présenter? Alors les points clés, ça va déjà être le porteur de projet. Est-ce que la personne y croit déjà par elle-même? La deuxième chose, ça va être la crédibilité économique de son projet. Et j'allais dire, le troisième critère, ça peut être aussi un critère social, c'est quel est le potentiel de croissance du projet en fait. L'objectif étant à terme, bien sûr, d'avoir des projets qui créent de l'emploi et qui créent de l'activité. Voilà. Bien. Et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a levé, une fois que vous êtes dans le tour de table, vous êtes donc qu'est-ce qui se passe au quotidien? Une fois que la levée de fonds est faite, on va intervenir. Alors, ça va dépendre aussi du porteur de projet. Si lui décide. L'idée du business angel, c'est on est passé d'un actionnaire plutôt passif. Donc, s'il décide de mener son projet par lui-même, on va lui demander bien sûr des retours d'informations sur son business, sur son activité. Par contre, on peut être aussi, de par notre expérience, on peut être aussi apporteur de conseils sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur son développement, etc. Et on peut même faire
permettre de faire des mises en relation entre je dirais, nos propres connaissances et le porteur de projet en fait. Ok, très bien. Maintenant, peut-être les business angels en quelques chiffres. Alors en France, voilà. Alors, ici on a les chiffres de France Angel sur voilà, la dernière alors, année. les business angels, c'est ce que je vous expliquais, c'est le principe associatif. Hein, donc on est sur le il y a 72 réseaux de business angels sur la France, donc qui sont souvent des réseaux locaux ou régionaux. Le total, c'est pratiquement plus de 10 000 personnes en fait. Nombre d'opérations, vous le voyez, c'est à peu près de l'ordre de 400 opérations par an. Et le montant total des investissements, c'est plus de 40 millions d'euros en fait. Et le tour de table moyen, c'est un peu plus de 100 000 euros. Ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'on réalise à peu près sur notre propre association en fait. Alors on va enchaîner avec le Beaujolais sur des chiffres plus consolidés depuis sa création. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, créé depuis 7 ans en fait. On a étudié à peu près 256 dossiers. On en a instruit 61, donc ce qui montre bien qu'on ne retient quand même pas tous les dossiers, qu'il faut quand même que ça tienne, voilà, j'ai vulgairement que ça tienne la route en fait. On en a financé 9 et le montant investi, donc pas loin de 500 000 euros pour les 9 dossiers en fait. D'accord. Alors maintenant, Jean-Marc, parlez-nous un petit peu de aussi quels sont les modes de fonctionnement en fait de l'association, les rythmes, les réunions. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le principe, c'est qu'on se réunit, donc on a une quinzaine de membres, on se réunit à peu près, pas à peu près, on se réunit une fois par mois. Donc, dans cette réunion qui dure à peu près 2 heures, on va examiner les dossiers qu'on a reçus et donc présélectionner les dossiers qu'on va retenir en fait. À partir de là, en fonction des dossiers retenus, on va faire des réunions un peu plus exceptionnelles où les porteurs de projets vont venir présenter leur projet en fait. Voilà. Et Beaujolais Business Angel est aussi interconnecté aux autres réseaux de la région. On ne se limite pas justement, on peut être un peu la porte ouverte justement sur d'autres moyens et sur des possibilités de financement plus importantes. C'est vrai qu'à 15 membres, c'est plus limité. Donc, de par le fait que notre réseau est intégré au réseau, donc à des réseaux régionaux, donc où on a déjà une douzaine de membres à peu près qui sont actifs. Douzaine d'associations membres. Ouais. Comment ? Douzaine d'associations membres. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, ça permet de transmettre l'information à d'autres associations pour permettre d'élever de fonds plus importantes. Et ça permet aussi d'examiner peut-être à plusieurs un sujet un peu technique, numérique de demain. En effet, ça permet d'échanger justement sur la potentialité du projet en fait, éventuellement. Ok, très bien, merci Jean-Marc. Mais de rien. On va maintenant enchaîner par justement quelqu'un qui va témoigner de cet accompagnement depuis maintenant plusieurs années. On va passer le micro donc à Philippe Dufaux, dirigeant de Custom Store Motorcycles. Bonjour, Okay. donc, moi je dirige une société qui s'appelle Caisse Motorcycle, donc on vend des pièces des pièces de moto sur internet et on a eu besoin effectivement il y a quelques années de renforcer nos fonds propres et on a sollicité Business Angel Beaujolais qui nous a donné un coup de main à cette époque. Ouais. Donc oui, depuis vous nous dites non, on va regarder votre film en fait et après on aura quelques questions. Ok, donc on envoie la vidéo.
Philippe, vous allez peut-être pouvoir continuer un petit peu à commenter les images au fur et à mesure que cela se déroule. Donc peut-être justement donc Custom Store Motorcycle, c'est quel positionnement dans le monde du négoce de pièces moto quel est votre ADN? Alors aujourd'hui on est sur un ADN de création où on vend que de la pièce de Harley Davidson et de moto custom. Donc on a démarré par cette activité-là et on va demain devenir des généralistes de la vente de pièces de moto. Mais notre ADN c'est la pièce. C'est l'accessoire, c'est pas l'équipement du motard comme le gros du marché. Donc nous, on est vraiment des marchands d'accessoires de moto. Donc on équipe la moto, pas le motard. Et quels sont vos cibles clients? Alors aujourd'hui, on fait 15% du chiffre d'affaires à l'export. Donc ça, c'est du client naturel qui arrive sur Internet. Et après, c'est du client national. Donc on fait 85% du chiffre d'affaires en France. Donc on cherche nos clients par tous les moyens. On a à peu près 80 clients particuliers, entre 15 et 20% de clients professionnels. D'accord. L'équipe, vous nous redites un mot sur les 12 personnes qui forment l'équipe aujourd'hui? C'est une équipe jeune. La moyenne d'âge est de 25 ans. Moi, je suis le vieillard de la... Oui, donc on a une équipe très jeune, on a une équipe de passionnés, donc c'est que des gens qui font de la moto. Donc tout le monde a une moto, enfin c'est vraiment une équipe de passionnés, des gens jeunes, voilà, donc des gens qui sont vraiment dans un métier de passion. D'accord, très bien. Donc vous, sur votre parcours, depuis la création en 2011, la société a été créée en 2011, oui. Voilà, on a dû renforcer nos fonds propres en 2014, donc on a fait 2 opérations avec les Business Angels Beaujolais, donc on a levé 200 000 euros. D'accord. Voilà. Okay. Une opération en début d'année, une opération en fin d'année. C'était à quelles étapes en fait de vie de l'entreprise et pour quelles ambitions? On a eu une première étape en 2012 où on a fait appel au prêt bancaire contre garantie par la BPI. Une deuxième étape de croissance où on devait vraiment renforcer nos fonds propres pour aller au-delà. Donc l'équipe de Jean-Marc nous a accompagnés à ce moment-là. Et on a refait appel à la BPI cette année à des prêts bancaires traditionnels. Alors à chaque fois donc pour mobiliser, pour séduire, pour inclure des business angels dans son tour de table, quelle expérience, qu'est-ce qu'il faut leur démontrer? Il faut prendre son temps parce qu'il faut rencontrer énormément de gens, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, on est parfois déçus, donc il faut se remettre à l'ouvrage. Mais en fait c'est une histoire d'hommes en fait, hein. Clairement c'est des hommes entre eux qui accrochent à un moment donné et qui se font confiance et qui décident d'y aller. Donc c'est vraiment, il faut trouver le bon homme en face de soi, qui croit au projet, qui croit en l'homme que l'on est et qui a envie d'accompagner. Après les choses se font assez naturellement, mais c'est long. Et les ingrédients que vous mettez dans tout ça pour justement, voilà, il faut mettre quelques chiffres, une projection lointaine, il faut aussi donner de la crédibilité sur l'équipe actuelle. Alors ça dépend des interlocuteurs en fait. Alors nous on est dans un métier assez traditionnel, on n'est pas dans un produit de haute technologie, de haut vol, donc il faut d'abord trouver des interlocuteurs qui ont envie d'aller sur des métiers assez traditionnels. Nous on fait du négoce, c'est tout, hein. C'est pas extraordinaire. Alors en Europe de tout un tas de choses, on n'est pas comme mon voisin qui a un produit technologique qui est plus sexy entre guillemets sur le papier que peut être notre produit. Donc il faut trouver les interlocuteurs qui ont envie d'aller sur ce type de produit, qui ont envie d'aller sur des produits simples comme notre produit lait. Après, c'est des chiffres, des projections effectivement, mais il faut surtout que les gens aient confiance, parce que les chiffres, ça veut pas dire grand-chose, donc il faut qu'il y ait une accroche qui se fasse entre des hommes et que les gens fassent confiance pour y aller au-delà des chiffres. Avant de taper à la porte ou de rencontrer Beaujolais Business Angel, vous aviez cherché plusieurs portes. J'ai passé du temps. Voilà. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcours-là? Le parcours, c'est de solliciter tout ce qui existe sur Internet. Donc on a des retours, donc il y a des tas de sites Internet, donc on écrit à tout le monde. Globalement, les gens répondent. On est invité à des réunions, à des soirées. On fait une présentation entre deux. Et puis et on arrive à trouver dans les après-réunions des interlocuteurs avec lesquels on a une petite accroche, un petit feeling qui va nous ramener après sur une autre réunion où il y aura un autre feeling, etc. Les choses se font comme ça, quoi. Enfin, pour moi, c'était comme ça, c'était long, mais ça s'est fait assez naturellement.
Ok. Et donc quand on fait cette ouverture de capital, cette augmentation, là voilà, on passe à une étape assez cruciale, je dirais, de valorisation. On cède une partie du pouvoir, donc globalement, enfin voilà, comment on passe à cette partie valorisation là justement. Ça, la valorisation, ça se fait à deux, c'est pas le plus agréable, mais on est dans une période aussi où on a envie que sa société se développe et il n'y a pas d'autre moyen à un moment donné que de passer par là. Donc il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, on en lâche un peu. Mais ce que je dirais pour ça, c'est qu'il vaut mieux avoir 10% de 1000 que 100% de 10. Il faut se dire que c'est une phase cruciale de la boîte, la boîte va se développer, donc voilà, on lâche un petit peu de participation, mais c'est comme ça, c'est le moyen de rebondir. Et puis il y a toujours un moyen de racheter à terme la participation des actionnaires quelques années après. D'accord. Lionel, justement, dans cette partie valorisation, MyAngel, voilà, c'est 500 000 € de chiffre d'affaires cette année, mais voilà, c'est un long parcours. Comment on valorise l'entreprise et comment on embarque du monde dans cela en cédant une partie du capital? Alors ça, c'est un enseignement effectivement aussi, c'est que les gens qu'on va rencontrer dans les différentes formules de levée de fonds peuvent y mettre toutes les valorisations qu'ils veulent. Alors celui qui ne va pas investir au bout du bout va vous dire que vous avez déjà trop d'argent sur la table et que limite, pour qu'il vous accompagne, vous lui devez de l'argent. Et puis il y a des gens qui vont vraiment croire au projet et qui vont se projeter avec vous à 5 ans et qui vont plutôt voir quelle est, par rapport à leur participation, ce qu'ils vont réellement tirer, entre guillemets, comme projection dans 5 ans avec vous, à vos côtés. Et donc on a un peu toutes les formules effectivement en termes de valorisation, également de la participation et de prise de part dans la société qui vont avec, depuis des projets qui ne sont pas crédibles, qui vous demandent un peu irrespectueusement et un peu de façon un peu déstabilisante de lâcher votre majorité tout de suite parce que votre société vaut rien, vous avez perdu 1 an, vous n'avez pas encore assez de chiffres, vous comprenez monsieur, etc. Jusqu'à celles qui finalement vous disent non mais votre société c'est une pépite, elle est géniale, vous êtes le seul sur votre marché, vous avez tout compris, vous avez déjà des super références, votre part de clients actuel va vous amener déjà tout seul à faire vos objectifs, si on injecte un peu de commercial, on va le doubler, vous pouvez même encore faire mieux que ce que vous aviez prévu, on va vous accompagner sur ça pour sécuriser, etc. Et puis votre société, elle vaut 1 million, et puis nous, enfin, en l'occurrence en ce qui me concernait, 1,5 million, et puis on va prendre 20% de votre capital pour vous accompagner, on y croit à mort, quoi. Donc en fait, dans toutes ces formules, il faut savoir faire un peu le tri, et quand on est un peu frais et qu'on se fait un peu accompagner, qu'on se fait un peu balader sur certaines phases aussi, parce qu'on découvre ça. C'est un métier en plus, presque, dans cette phase-là. Hein. On apprend à innover, on apprend à manager, on apprend à monter un projet, on apprend à driver des fournisseurs qu'on ne connaissait pas, on apprend à commercialiser, on apprend à parler à ses clients, on apprend son métier innovant auprès de ses clients. Et en plus, il faut aussi apprendre à être leveur de fonds. Donc pour moi, être accompagné, ça a été génial pour ça, avec des gens qui sont bienveillants et qui se projettent vraiment sur un business à vos côtés. Mais on peut rencontrer de tout. Vraiment, on peut rencontrer de tout. Bien. Jean-Marc, côté Business Angel, en fait, comment on valorise, voilà, qu'est-ce que vous regardez, comment vous définissez les derniers chiffres avant d'entrer? Alors, c'est toujours une affaire compliquée quand même. Hein. On en revient à ce qui a été dit précédemment. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer de... C'est une discussion entre le porteur de projet et les business angels. Hein. À partir du moment le porteur de projet va essayer de vendre son projet avec le potentiel de développement, et nous, en tant que business angel, l'objectif, c'est quand même d'essayer de valider tout ça pour que ça se fasse à un prix correct et à des conditions intéressantes pour chacune des parties. Donc, il y a des méthodes mathématiques, on pourrait dire, mais bon, c'est pas ce qui va primer. Le tout, après, c'est de trouver le bon arrangement. Voilà. Alors, bien sûr, à la base, il peut y avoir des business plans, il peut y avoir des chiffres, mais les chiffres, c'est pas que ça. C'est ce qu'on disait. C'est aussi une question de personne, une question de. Comment j'allais dire le porteur de projet, s'il croit lui-même en son projet, il peut y avoir les premiers mois d'activité qui donnent aussi une idée du potentiel de développement. Et à partir de là, voilà. Après, ça fait partie, c'est une négociation, tout simplement. D'accord, très bien, merci Jean-Marc. Jean-Charles Cotin, vous allez intervenir juste après, mais peut-être un mot sur cette partie valorisation? Non, mais oui, bonjour. Juste comme ça, ouais, voilà, ouais.
Oui, bonjour. Donc, sur la valorisation, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Il ne faut jamais oublier de toute façon que l'entrepreneur doit lever des fonds. Donc à un moment donné, il faut être raisonnable des deux côtés. Le but, c'est d'y arriver et dans un délai assez court. Et je vais en parler un peu plateforme après. Et moi, c'est toujours le conseil que je donne aux dirigeants, c'est de dire, bon, est-ce que vous voulez attendre, vous pouvez attendre longtemps ou pas, parce que il faut quand même lever les fonds et le facteur temps est important, notamment sur les aspects technologiques. Plus on attend et plus on risque d'être rattrapé par la concurrence. Donc à un moment donné, il faut trouver le bon réglage, quoi. D'accord, très bien. Donc, on a parlé effectivement de cette levée de fonds, de cette valorisation. Globalement, effectivement, le business angel ou le fonds est là pour une tranche de vie, en fait. Il faut organiser la sortie. Quelques mots, qui veut intervenir un petit peu sur quels sont les ingrédients forts sur ce qu'on met dans la sortie après de l'investisseur. Peut-être Jean-Marc. Alors, pour la sortie, déjà, parce qu'on a un système fiscal qui en France est bien particulier, il y a déjà, souvent, en principe, on rentre pour un certain nombre d'années. C'est souvent ce qui est prévu au départ. Donc ça, c'est un des premiers critères. Deuxième critère, ça va être un critère financier. Pour sortir, il faut-il avoir les moyens de... On rentre dans le capital, on a une participation dans le capital, et à partir de là, ça c'est, j'allais dire, globalement c'est de l'argent en fait. Donc il faut-il que la société ait les moyens de financer la sortie des investisseurs. Troisième critère, après, ça va être la valorisation de l'entreprise par elle-même. Et là encore une fois, après, j'allais dire, au niveau des business angels, ça va être aussi une négociation et voilà, on va essayer de trouver l'intérêt de tous. C'est l'intérêt du porteur de projet, des investisseurs, c'est de trouver le meilleur accord pour chacune des parties en fait. Donc voilà, c'est de la négociation en fait. Mais l'objectif quand même de l'entrée des investisseurs, on ne rentre pas pour quelques mois. L'objectif c'est quand même d'accompagner la société dans son développement. Et à partir de là, alors, après les conditions de sortie, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas si c'est le cas, on en reparlera peut-être plus tard. On va parler éventuellement peut-être du cas de Philippe Dufaux. Donc, quelle est votre trajectoire? Qu'est-ce qui est prévu aux côtés de Business Angel? Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Il y a des choses écrites effectivement qui envisagent ces sorties, mais parce que c'est écrit dès le départ. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet d'actualité. On est dans une phase de croissance importante. Donc il faut qu'on arrive au bout de cette croissance avant de pouvoir, là on mobilise l'ensemble des ressources de l'entreprise. C'est pas une bonne période pour dépenser de l'argent, pour rembourser une dette à des investisseurs, quoi. On a besoin de cet argent aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc vous avez encore une bonne tranche de croissance avant de récolter. Oui, tout à fait. Oui. En quelques chiffres, qu'est-ce que à 3 ans, comment sera Custom Motors? À 3 ans, je ne sais pas, on n'en est pas là, mais on a des ambitions de croissance importantes pour les années à venir. Il faut déjà faire l'année 2018. On a prévu pour les années à venir de doubler tous les 2 ans le chiffre d'affaires. On a prévu de doubler tous les 2 ans. C'est pas encore fait, donc il faut qu'on fasse une première année dans la réussite de cet objectif-là, et puis on verra après. Mais c'est un sujet qui me préoccupe pas du tout. Mais pas du tout. Okay. Merci. Alors, on a évoqué effectivement Philippe Dufaux dans ce parcours-là pour lever des fonds. Vous avez tapé à plusieurs portes, vous avez fait jouer votre réseau. Il y avait aussi un peu un manque de visibilité, en fait, où je dirais c'est pas facile de trouver les bonnes portes pour trouver les financeurs. Ouais. Non, c'est pas facile, mais aujourd'hui l'information, plus on avance dans le temps, meilleure est l'information disponible parce que tout est disponible sur Internet aujourd'hui, donc on trouve très facilement quand même les informations. Et puis il faut se bouger, il faut rencontrer des gens, il faut se mobiliser à fond pour réussir cette levée de fonds. Très bien, merci Philippe. Ça va nous permettre d'enchaîner avec Jean-Charles Cotin pour la plateforme Un Site Financement, donc président directoire d'Un Site Financement, une plateforme nouvellement créée qui va nous en dire un petit peu plus sur effectivement sur la visibilité et la lisibilité à la fois côté investisseur et côté entrepreneur. Oui, bonjour, je vais peut-être me lever parce que je ne vois pas les gens derrière, c'est peut-être désagréable pour eux et pour moi, voilà, comme ça. Oui, bonjour, donc Jean-Charles Cotin.
Oui, donc Incite Financement, c'est la première plateforme régionale de financement participatif en capital qui est portée par la coordination des business angels de la région avec de sociétaires de référence. Donc en fait, juste pour vous dire en 2 mots, moi je suis business angel depuis 2009, membre d'arrêt métier business angel, et puis en 2014, j'ai décidé de lancer une plateforme d'equity, de levée de fonds que j'ai appelé AB Funding, que j'ai développé pendant 2 ans et demi et que je viens de céder donc au printemps, qui a été donc on va dire qui a changé de marque, qui est passé de AB Funding à Incite Financement. Donc cette plateforme, c'est la forme de crowd equity. On a réalisé 9 levées de fonds, un peu plus de 2 millions d'euros de levée sur donc 9 sociétés, qui a permis de créer 22 emplois. Vous dire un petit mot aussi, avant de parler trop d'infinancement, sur le marché aussi du crowdfunding. Il y a déjà des données qui ont été données ce matin. Vous donnez quelques noms des acteurs. Vous parliez des acteurs sur Internet. Bon, nous, notre profession, c'est Financement Participatif France, notre association professionnelle, pardon. Et donc, vous trouvez sur le site, alors là, j'ai mis les exemples de plateformes qui sont d'associations, donc que ce soit Dudon, KissKissBankBank, My New Startup, Ulule et d'autres, des plateformes de prêt, puisque dans le crowdfunding, il y a aussi cette famille-là qui est le prêt, puisqu'aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent émettre de la dette en dérogation du monopole bancaire. Donc c'est aussi une option quand on est entrepreneur qu'il faut savoir étudier. Et puis les plateformes d'investissement, donc AB Funding, Anaxago, Club Funding, Kiosque, SoiFund, My New Startup, My Une PME, WeSeed. Donc après, il y a tout un tas de plateformes qui sont beaucoup plus spécifiques. Si vous allez sur le site, vous trouverez thématiques, bref, pas mal de monde. Qu'est-ce qu'ensuite, donc vous dire un mot sur Incite Financement, qui sommes-nous? Donc comme je vous disais, nous avons regroupé un tour de table extrêmement prestigieux, puisque au capital, nous avons la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est rentrée au capital. Nous avons les 11 associations de business angel de la région, dont Beaujolais Business Angel, qui est sociétaire aujourd'hui de la plateforme Incite Financement. Nous avons 7 banques régionales, 4 fonds d'investissement et les SCOP. Et le tout en partenariat avec BPI France. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire un outil de place au niveau de la région pour accélérer le développement des entreprises régionales et permettre aux citoyens investisseurs, puisque nous appelons Incite, qui signifie investissement citoyen, donc permettre à tout un chacun, aux côtés des business angels, d'investir à partir de 1 000 euros, prendre une participation au capital. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un réseau qui est extrêmement large et pour développer les levées de fonds et aller sur des levées de fonds de 300, 400, 500, 600 000 euros beaucoup plus facilement. Donc le concept, il est extrêmement simple, comme toutes les plateformes. C'est la mise en relation d'un entrepreneur qui veut lever des fonds. Donc notre créneau, c'est 100 000 euros à 1 million. Et puis d'offrir des opportunités d'investissement, comme je viens de le dire, à des personnes physiques, des 1 000 euros ou morales, puisqu'on a aussi des institutionnels qui passent par la plateforme. Et le tout avec un support web classique et bien sûr un agrément AMF, puisque pour émettre des titres, donc actions ou obligations, on est sur un secteur qui est réglementé et fortement réglementé depuis octobre 2014. Donc nous avons, nous, un statut de CIP, conseiller en investissement participatif, et donc nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers qui nous permet d'émettre des titres sur le marché, donc de collecter de l'épargne auprès de tout un chacun. Nos critères d'éligibilité des projets donc, sont bien sûr, compte tenu de notre ADN avec la région qui est au capital et les business angels de la région, c'est un siège social qui est situé en Auvergne-Rhône-Alpes, des sociétés qui sont constituées, SA, SAS, voire SARL, mais qu'il faudra qu'on transforme en SAS pour lever les fonds. Des fonds propres positifs et un capital entièrement libéré, avec une société qui est en croissance ou avec un potentiel de croissance, une preuve de concept démontrée et puis un minimum de 100 000 euros parce qu'en dessous on est sur vraiment du love money ou sur ponctuellement une association de business angel qui peut très bien intervenir en capital à moins de 100 000 euros. Il y avait un autre diapo, je vais peut-être passer rapidement parce qu'après ça va être un peu compliqué. On a, comme toutes les plateformes et comme les business angels, comme tout investisseur, un processus de sélection. La particularité, c'est que ce processus, aujourd'hui, on le partage avec les business angels de la région. Donc ça veut dire que si vous tapez, si un entrepreneur tape à la porte un site financement, on va naturellement se rapprocher des business angels et inversement, un club de business angels fera appel probablement à la plateforme, même pour faire son closing. Donc on a un sourcing de projet, une
sélection des projets, une instruction et puis ensuite une mise en ligne pour collecte des bulletins et puis ensuite le transfert des fonds qui se fait. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une levée de fonds, vous avez bien insisté les entrepreneurs tout à l'heure en disant ça peut être long, ça prend du temps, il faut que ça se prépare, il faut avoir du monde. L'avantage d'une plateforme, c'est que ça permet de bien cadrer les choses. Et moi, je vois les levées de fonds qu'on a fait, on a des entrepreneurs qui sont venus, qui avaient souvent tourné plusieurs mois avant d'arriver chez nous. Et puis, on a mis les choses à plat. On les a aidés, on les a conseillés sur le business plan, sur les éléments à mettre en avant, sur la valorisation aussi, pour dire, voilà, on vous l'a pas tout dit, mais là, visiblement, les gens vous ont répondu blanc, mais en fait, ils pensaient plutôt bleu. Donc voilà, nous, notre rôle, il est vraiment de dire les choses assez cash aux dirigeants pour, encore une fois, réussir la levée de fonds dans un temps assez contraint, qui est de 4 à 6 mois. Voilà, donc, et puis en particularité très importante de cette plateforme, c'est qu'on a repris l'ADN des business angels sur l'accompagnement post-levée de fonds et systématiquement, un comité stratégique est constitué, trimestriel, pour accompagner les dirigeants. Et du comité stratégique trimestriel, il y a une lettre entrepreneur, une lettre investisseur qui est faite de façon à ce que tout investisseur, tout un chacun qui a investi 1000, 2000, 5000, 10 000 sur la plateforme, tous les trimestres, il sait où en est son investissement sans pour autant aller déranger le dirigeant, lui passer un coup de fil, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà donc sur ce concept. Bon, les avantages de cette plateforme, c'est je dirais les forces des business angels en région associées à la puissance du crowdfunding. Donc des prix très compétitifs, l'accompagnement des business angels et de leur réseau. Et puis cette visibilité, cette crédibilité apportée par nos partenaires banquiers et fonds d'investissement. Et puis cette dimension citoyenne, cette volonté d'associer les citoyens investisseurs. Mais ça, c'est le principe même du crowdfunding. Et c'est vrai que ce qu'il faut bien retenir du crowdfunding, ça a été dit ce matin par les dirigeants ici présents, que ce soit du don ou de l'equity qui a pu être fait. C'est vraiment aussi cette puissance, cette forme de communication que ça amène au niveau de l'entreprise. Ça force l'entreprise à se structurer, à parler d'elle-même. Et au passage, on l'a vu nous sur les 9 sociétés qu'on a accompagnées, systématiquement, le fait de faire la levée de fonds, ça accélère aussi les ventes déjà naturellement parce que le fait de parler à des investisseurs, on ne parle pas qu'à des investisseurs, on parle à la presse, on parle à des clients potentiels et ça dynamise l'entreprise. Donc ça permet, au-delà des fonds apportés, d'être dans cette dynamique positive, dynamique business. Voilà. Un mot, peut-être, une success story de AB Funding auparavant, enfin voilà. Il y en a beaucoup, je ne veux pas les donner parce que aujourd'hui, les 9 sociétés qu'on a financées depuis 2014, qui sont dans de l'industrie, dans du service, dans du médical, dans du web, dans de l'agroalimentaire, bref, chacune aujourd'hui se porte bien et se développe. Donc, je ne veux pas en donner une plus qu'une autre. Très bien, merci. Bien. Et bien maintenant, on a terminé un petit peu le tour des présentations. On va continuer à échanger sur quelques sujets. Manuela, on a commencé par vous tout à l'heure, en fait, avec le crowdfunding, donc avec des préventes. Maintenant, je crois aussi que vous avez un projet avec peut-être des ambitions croissantes, importantes. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Polochon et compagnie aujourd'hui et demain ? Oui, alors moi, c'est vrai que je suis sur un produit grand public avec de l'innovation et de la technologie, mais qui reste un produit au départ grand public. Donc j'ai commencé par le crowdfunding parce que c'était un lien direct avec des consommateurs. Aujourd'hui, mon produit a réussi son test marché, j'ai fait les premières ventes, je lance une deuxième série et là je me rends compte que je suis toujours toute seule, que j'ai pas de budget pour communiquer et qu'il faut que je me structure et donc il faut que j'ai des fonds. Donc je pars en levée de fonds sur un projet de levée de fonds, donc je suis en plein dedans, c'est-à-dire que je démarre, c'est comme on le disait tout à l'heure un nouveau métier, c'est-à-dire qu'après avoir compris que je faisais de l'innovation, que je devais lancer une société, que je devais apprendre la fabrication de luminaires, etc. Aujourd'hui, je dois apprendre à parler avec des financiers, ce qui n'est pas mon métier d'origine. Donc je suis en phase où je rencontre et les banques et des fonds et des business angels. Et je me donne 6 mois. D'accord, ok. Pour pouvoir développer parce que c'est ambitieux, mais il faut avoir de l'ambition et il faut se donner un délai. Alors l'avantage, on parlait tout à l'heure, aujourd'hui c'est quand même assez structuré, donc on a des points d'entrée qui sont plus faciles qu'auparavant. Et quand on a fait la démarche de créer sa société, quand on reste dans la même région, on a déjà un réseau. Et ça facilite énormément la donne. C'est-à-dire que le réseau apporte
des investisseurs. Donc moi, je trouve moins compliqué aujourd'hui de me faire un réseau d'investisseurs que le réseau que j'ai dû me faire au départ de mon projet. Donc voilà, après, c'est un passage obligé pour pouvoir développer sur un produit où on a eu de la recherche et du développement, c'est-à-dire des coûts importants de démarrage. Alors à ce stade, justement, comment on choisit entre maintenant le crowdfunding capital, aller voir la banque, aller voir refaire une prévente, faire un crowdfunding prêt, voilà, par exemple, comment on s'y prend? Là, c'est ma chance, c'est que j'ai pas encore choisi, on m'a pas encore choisi, donc du coup, on va voir. Aujourd'hui, je rencontre les gens, donc je suis dans une phase où je rencontre tous les types d'investisseurs, différents d'ailleurs, parce qu'on en parlait aussi, il y a une question d'hommes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout adhérer à mon produit, et d'autres qui vont y adhérer et qui vont être plus accompagnants dans la valorisation, dans tout ça. Donc moi, j'ai pas encore choisi. Je cherche à la fois des partenaires et des fonds. Et ça se fera au gré des rencontres, parce que Des réactions peut-être parmi dans l'ensemble, Jean-Marc, Lionel, je sais pas, ouais, quand on est à cette étape-là. Oui, non, mais on en discutera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un positionnement un peu commun. En tout cas, je me revois à ce stade-là un peu perdu parmi toutes les solutions, en tout cas avec un monde ouvert, et puis il faut trouver la bonne voie, effectivement. Je pense que vous aurez sûrement des choses à vous dire, parce que effectivement, je connaissais pas ton positionnement, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu avec ma new startup. Et je pense que ça reste une jolie formule de passer par un accompagnateur qui peut donner accès en fait au monde des investisseurs existants, et puis permettre de faire un projet un peu uniforme, et puis qui devient un peu notre porteur de projet en réalité, parce que ça c'est quelque chose qui est très important quand on a comme ça un accompagnateur derrière. C'est qu'à un moment donné on monte le projet, c'est le nôtre, on le soumet, on monte le business plan, on le verrouille, etc. Mais derrière ça, avoir quelqu'un qui va structurer, finalement on a fait la négo une fois et puis ce projet il est présenté tel quel aux investisseurs qui veulent le rejoindre, porté et puis accompagné derrière par des gens qui vont parler justement à ces potentiels investisseurs à notre titre et pour nous dans quelque chose qui donne des garanties en retour, etc., etc. C'est quelque chose qui est vraiment très confortable et qui permet de tenir les 6 mois de délai. Alors que quand on rencontre les gens un par un, chacun a son idée, à chaque fois on recommence une négo, à chaque fois on recommence un truc différent, finalement ça remet en cause ce qu'on avait dit aux autres, etc. C'est assez compliqué de s'en sortir. Donc structurer le projet c'est très important, et puis se faire accompagner pour moi c'est très important. Ok. Côté Business Angel, peut-être un mot pour compléter? Du côté, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on reçoit pas mal de dossiers. Et qu'est-ce qui va différencier un dossier par rapport à un autre? Ça, c'est toujours difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la première analyse se fait sur le dossier. Donc, il faut que le dossier faut qu'il soit déjà bien fait déjà. Et après, la deuxième se fera après dans un rapport avec le porteur de projet. Et là, après, c'est une question de personne. Mais j'allais dire, c'est vrai qu'il y a un filtre d'entrée qui est toujours compliqué à passer. Donc, j'allais dire, la présentation du dossier est quand même très très importante. Voilà, j'allais dire, il faut qu'à la lecture du dossier, on puisse sentir qu'il y a du potentiel et que c'est pas une question d'amateur. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Jean-Charles Cotin, peut-être un complément quand on est entrepreneur et qu'on est à ce je crois stade. Que Lionel a bien vendu les aspects plateforme. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je lui ai dit, moi, j'ai accueilli beaucoup de dirigeants qui étaient un petit peu perdus au bout d'un moment parce qu'on leur avait dit de faire bleu, puis de le faire rose, et puis etc. Et à la fin, il n'y a toujours pas d'argent, quoi. Et puis collecter auprès. Alors classiquement, quand on parle de l'argent, tout entrepreneur, naturellement, va d'abord se tourner vers les dispositifs existants et plutôt de bas de bilan et des aides, alors de subventions évidemment, s'il peut, et puis ensuite avec BPI, naturellement, toutes les aides. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la dette, c'est plus possible, parce que la dette, c'est de la dette, ça se rembourse, et puis on n'a pas forcément le chiffre d'affaires tout de suite, donc il faut rapidement monter sur l'autre bilan. Donc là, il n'y a plus le choix. Et là, les formules sont multiples. Donc entre ce dont rêve, et je me fais le porte-parole peut-être d'entrepreneurs ici, mais j'en vois beaucoup tous les jours, qui rêvent du gros BA qui va venir et qui va mettre le ticket de 300 ou 400 000 euros tout de suite. Et ça se passe bien et c'est merveilleux et ça peut arriver parfois. Mais la réalité, mon expérience, c'est relativement rare. Après, on descend. Alors on peut aussi avoir un fonds d'investissement. Il y a des fonds d'amorçage qui existent, il faut les consulter. C'est aussi intéressant. Et puis après,
après, il y a d'autres formules. Alors l'avantage d'un gros investisseur ou d'un fonds, il y en a, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, parce que on cède une partie du capital, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, donc c'est très bien, parce qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur pour faire les papiers au début, ça va vite. Après, par contre, ça se passe bien ou ça se passe moins bien, mais il n'y a qu'un seul interlocuteur. Donc le fait d'avoir des formules business angel ou crowd equity permet d'avoir un grand nombre d'actionnaires. Alors ça peut faire peur au début, mais ça se structure très bien, et dans les plateformes on a l'habitude. Et de là, ça permet d'avoir une richesse de l'actionnariat, richesse pas seulement financière, mais d'expérience, de compétences. Et puis surtout d'avoir un grand nombre de points d'investisseurs différents qui, indépendamment, ne vont pas vouloir prendre le pouvoir. Donc, ce n'est pas leur objectif. On l'a dit tout à l'heure, les business angels, Jean-Marc Galland l'a bien dit. L'objectif, c'est de rentrer pour une durée limitée, de ressortir en général 5 à 6 ans. Ce n'est pas de prendre le contrôle de l'entreprise. C'est pas de... Donc, même si, et je le dis parce que c'est arrivé, des entrepreneurs perdent le contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire que la barre fatidique des 50% est dépassée. Et moi, ça m'est arrivé en tant qu'investisseur d'investir dans des entreprises au 2e tour pour revenir au 3e tour et de diluer le dirigeant parce qu'à un moment donné, il y a comme une arrêté des chiffres. Mais la volonté de ces investisseurs-là, alors qu'ils soient business angel, investisseurs citoyens, n'est jamais de prendre le contrôle. On a besoin du dirigeant tous les jours. Donc même s'il y a plus de 50% du capital, le débat n'est pas là. Bien, merci. Philippe Dufaux, oui, à un moment donné, effectivement, vous avez été à cette étape-là de choix entre les banques, on ne pouvait plus. Oui, clairement. Donc, nous, on a vécu cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Enfin, moi, je suis minoritaire aujourd'hui, donc mes investisseurs disposent de la majorité absolue. Mais c'est la vie, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout, c'est d'avoir une vision pour en sortir, mais après, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bien. À un moment donné, l'entreprise doit passer par là, elle passe par là. C'est pas très grave. Merci. Donc maintenant, on a fait un tour assez riche, effectivement, avec nos différents participants. Je ne sais pas si éventuellement, peut-être parmi vous, dans le public, vous avez des questions. Peut-être qu'il y a voilà, profitez-en. Est-ce qu'il y a une question? Non. Plutôt crowdfunding, plutôt levée de fonds? Bonjour. Je vais poser une question un peu générale parce que nous, je dis nous parce que nous sommes 2 associés d'une société qu'on a montée il y a 3 mois. Monsieur Dufour, je pense, s'en souvient. On va être dans une phase de levée de fonds, on espère le plus vite possible, puisqu'on espère que notre projet va démarrer le plus rapidement possible. Entre le moment où on prépare un dossier et le moment où on obtient les financements, qu'est-ce qu'il y a comme durée? Parce que j'ai bien vu sur les différents slides, c'est, on va dire, de 6 à 12 mois. Dans la réalité, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Qui veut répondre? Oui, Beaujolais Business Angel. Oui. En fait, le calendrier, c'est toujours une affaire compliquée. Hein. Ça peut aller vite. Hein. Encore une fois, chacune des parties ça fait partie de la discussion en fait. Mais ça peut être plus court. Mais bon, c'est vrai que quand on a les différents échanges, les différents supports qu'il peut y avoir en place, comme ça, bon, je pense que 6 mois, ça reste quand même un délai presque minimum. Voilà, faut pas en dessous, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais bon, après, rien n'est impossible. Hein. Sur le délai, moi je vous ai indiqué 4 à 6 mois, on l'a fait régulièrement. Le 4 mois, ça veut dire que c'est au moment où on signe une convention, c'est-à-dire que tout est déjà claveté, on a déjà travaillé en amont, donc ça peut être 1 mois, 2 mois, voire 6-8 mois. Il y a des projets qui ont maturé 6-8 mois, mais au moment où on a signé la convention en disant maintenant on lève les fonds, c'est-à-dire globalement on est d'accord sur tout, donc sur le BP, sur la Valo, sur les modalités globales du pacte. À partir de là, il va se passer un petit mois pour finaliser complètement le dossier, le mettre en ligne pour souscription, parce que là on n'a plus droit à l'erreur. Dès l'instant où on est en ligne pour souscription, on vend des titres au détail. Donc les personnes qui veulent souscrire 1000, 2000, 3000 euros, elles n'ont pas de questions à poser. Enfin, elles peuvent poser des questions, mais on ne pourra rien changer. Donc tout ce travail-là, il est d'industrialisation, il se fait en amont, ce qui permet après en 2 mois, 2 à 3 mois de collecte,
de campagne, d'animation de la campagne, de collecter, d'avoir les bulletins d'inscription, puis ensuite de transférer les fonds. Alors un point important pour le crowdfunding, je le dis en equity, parce que parfois on a des candidats qui viennent nous voir, tout est bon dans le projet, simplement ils pensent qu'on est un leveur de fonds. Donc on va s'occuper de tout, nous plateforme, et que le fait de mettre sur la plateforme, c'est fini, on attend 2 mois, et dans 2 mois, on a le chèque qui tombe. C'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas un leveur de fonds qui va préparer le dossier, qui va aller voir des fonds d'investissement, qui va travailler pour vous. Là, on doit co-travailler ensemble. Bien sûr, la plateforme va vous aider, bien sûr, la plateforme va communiquer, mais le dirigeant, c'est un peu comme une mini-introduction en bourse, doit faire sa com, doit faire savoir, parce que les investisseurs, dites-vous bien, vont investir en grande partie, bien sûr, sur le projet, bien sûr, sur beaucoup de choses, mais d'abord sur l'homme, sur le projet, sur l'équipe. Et donc, ils ont besoin de voir le dirigeant, ou la dirigeante, hein, bien sûr, et ils vont investir parce que c'est lui ou elle. Bien, merci. Une autre question, ouais. Romaric, donc fondateur de PaintUp, et je vais certainement passer par une levée de fonds prochainement. Et je me posais une question sur, en fait, quand on fait une levée de fonds, du coup, ça veut dire qu'il y a besoin de cash dans la société. Au niveau de la rémunération du dirigeant, qu'est-ce qui vous paraît sain pour prévoir dans le business plan la rémunération du dirigeant? Qu'est-ce qui se fait classiquement? Ça, c'est une question difficile. Hein. J'allais dire... Alors ça va déjà dépendre du business plan, hein, c'est évident, hein, du potentiel de développement. C'est vrai que si on nous présente un business plan avec des rémunérations aberrantes pour le dirigeant, ça ne va pas passer, quoi. Hein. J'allais dire, il y a... Alors, qu'est-ce qu'on appellerait normal ou anormal? Difficile de dire, hein, mais ça fait partie aussi de la discussion. Mais c'est vrai que ça reste un point important. Hein. Un dirigeant qui débarque, enfin ça nous est arrivé hein, d'avoir des dossiers et des salaires de départ ahurissants. Bon, c'est pas un bon point pour partir, voilà. Après ça va dépendre du propre apport du porteur de projet. Ça va dépendre de beaucoup de critères. Voilà, j'allais dire, c'est ouvert. Ça fait partie de la discussion, voilà, tout simplement. Enfin, je pense que Jean-Charles est de mon avis. Hein, ouais. Je suis d'accord avec toi. Hein. Bon, c'est vrai qu'on voit de tout. Bon, mais, normal, les porteurs de projets sont quand même raisonnables et comprennent bien qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux et une grosse rémunération et garder beaucoup de capital et la valo, etc. Donc à un moment donné, c'est un compromis de tout. Bon, voilà. Après, c'est difficile de donner des chiffres comme ça en public dans la salle. Je vais quand même compléter parce qu'ils font les méchants comme ça un peu, mais en réalité, ils sont aussi intéressés au fait qu'ils misent sur une personne. On l'a dit, c'est une affaire de personne, de rencontre. C'est ton projet, tu vas le garder tu vas le porter pendant 5 ans, 10 ans. Au moins, tu vas défendre au moins leurs intérêts pendant les 5 ans où ils investissent. Ils vont aussi être intéressés par le fait que tu as de quoi vivre, que ça te motive et que tu as un retour et que tu vas être stable dans l'entreprise. Donc, quelque part, si tu n'es pas heureux dans l'entreprise et si on se projette à 2 ans avec une rémunération que tu as mis trop basse, avec pas la bonne bagnole parce qu'elle est trop petite, avec un truc où dans ton environnement t'es pas à l'aise, ils vont plutôt aussi te demander de le revaloriser. Mais ce travail-là, soit tu le fais toi de ton côté tout seul et tu présentes une copie et tu ne montres que le dossier et le dossier passe pas, soit, et ça c'est un peu regrettable des fois parce qu'on n'a pas cette chance d'avoir accès à l'homme et de pouvoir faire ce déclic où derrière vous avez envie de travailler avec nous des fois parce que vous allez dire non mais là ton curseur il est pas ici et si tu faisais ça et moi dans mon réseau je peux t'amener ça, est-ce que si on l'intègre ça fait. Une fois qu'on a passé cette étape et qu'on a envie de travailler ensemble, derrière, tu vas avoir des gens bienveillants et pour moi c'est ça la meilleure formule, c'est pas forcément le gros, mais c'est la personne qui va t'aider à travailler ton dossier de la façon dont il va passer aussi quelque part. Mais il faut passer cette barrière du dossier pur et celle-ci des fois elle est un peu laborieuse à passer parce que c'est comme un CV dans une entreprise quoi. Tu as 30 secondes pour convaincre, le truc est mal fait, tu as mis ton adresse, tu n'as pas mis la bonne photo et tu passes à côté et tu sais pas pourquoi. Alors, donc il y a un peu de ça, mais la rémunération entre trop et pas assez, tu peux avoir toutes les lectures en fonction de tous les gens en face qui vont te donner ton avis. Ça dépend de ton secteur, ça dépend de la valeur ajoutée du travail que tu vas faire, de ton implication dans l'entreprise, de ce que tu amènes. Est-ce que ça repose que sur toi ou est-ce que tu dois ouvrir? Enfin, il y a des tas de choses. Mais par contre, tout le monde va être attentif à ce que ce soit ni trop ni trop peu, quoi. Alors, on a parlé du ni trop, je voulais parler du ni trop peu parce qu'il ne faut pas non plus être déconnant là-dessus. Tu as besoin d'être stable dans ton entreprise. Bien, merci Lionel. Oui, ok. Juste pour compléter un peu globalement, nous sur tous les dossiers BPI France, il n'y a pas de rémunération du dirigeant.
Ça nous inquiète effectivement pour cette raison-là, en disant s'il n'a pas de rémunération, comment il va faire pour suivre le projet et avoir de la pérennité dans l'entreprise. Donc c'est important d'en avoir une. Après, secondement, tu disais effectivement il faut aller se présenter. Et souvent on n'a qu'une chance pour aller se présenter. Donc il faut apprendre à pitcher. Il faut apprendre à présenter le projet en 2, 3, 4 minutes, 5 minutes. Donc, dans le cadre du prêt d'amorçage dont je parlais tout à l'heure, nous avons une formation qui dure à peu près 3 mois pour former le dirigeant à pitcher. Et après, on présente ça à des investisseurs une fois qu'il a été formé. Et puis, dernière chose sur la sortie. Parce qu'on accompagne le projet dans sa globalité. La sortie nous paraît aussi importante. Et dans beaucoup de cas, on vient aider 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans après la levée. Le dirigeant, on vient l'aider par une reprise via une holding, via un LBO. On vient endetter la holding pour qu'il puisse redevenir maître chez lui via de la dette quand l'entreprise a pris son essor avec une rentabilité certaine pour racheter les parts derrière. Donc on suit vraiment l'entreprise depuis sa création jusqu'à la levée de fonds et la sortie qui peut se faire 8-10 ans après. Merci Alexandre pour ce complément, ouais, intéressant. Bien, il va être temps de conclure effectivement ce tour. Je vais demander à chacun de nos participants en fait de dire un mot de conclusion, une chose à retenir quand on est entrepreneur et quand on est face à cette étape-là, levée de fonds, crowdfunding, voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir selon chacun d'entre vous? Voilà, un petit tour pour conclure. Qui prend? Allez, ouais, honneur aux dames, allez, oui. Non, moi j'avais un point, c'est vrai que quand on est en recherche d'argent, on a du mal à se dire qu'on doit en dépenser, et je pense qu'il faut en dépenser. C'est-à-dire que moi je me suis beaucoup posé la question quand j'ai fait la campagne de crowdfunding parce que j'avais besoin d'argent, et en fait je me suis dit oui, mais à un moment donné il faut que j'ai une vidéo qui soit pertinente. Alors c'est compliqué parce qu'on investit sur une vidéo, on n'a encore que des prototypes, donc c'est pas super beau, donc on se dit que commercialement après ça servira pas forcément, et en fait ça sert toujours. Ou prendre des intermédiaires pour des levées de fonds, c'est pareil, c'est jamais perdu. Et je pense que pour lever des fonds, il faut savoir en dépenser un peu. Il faut savoir dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi financièrement, de temps en temps, investir dans des documents. C'est hyper important parce qu'on n'a qu'une chance quand on passe. Bien. Allez, Lionel, petit mot de conclusion. Alors il faut, je pense, de ce que j'ai retenu, savoir écouter et prendre des avis, mais considérer que ce n'est que des avis. C'est-à-dire que des business angels, il y en a combien? 10 000. Je crois qu'il y a 10 000 avis différents, 10 000 vécus différents. Il y a je ne sais combien de plateformes. Enfin voilà, il faut recommencer. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné ou parce que vous avez eu un retour avec quelqu'un avec qui ça n'a pas matché, parce que vous n'étiez pas en forme. Enfin, pour des tas de raisons, parce qu'il n'a pas eu le vécu lui, ou il n'attendait pas ce que vous vouliez dire, ou il disait rose, et vous disiez bleu. Enfin, le truc qui fait que ça n'a pas matché. Mais sur la masse de gens qui sont... là, qui sont bienveillants, qui ont envie, etc. Trouver son partenaire, c'est génial. Et je pense que vraiment, voilà, il ne faut pas hésiter à remettre le couvert, etc., etc. Retenez bien ça et ne vous découragez pas si quelqu'un vous dit pourquoi vous avez appelé votre entreprise My Angel, je ne comprends pas, vous auriez pu l'appeler Angel, ça aurait été quand même vachement mieux. Oui, monsieur, très bien. Allez voir le suivant qui, lui, va trouver My Angel génial, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à ça. Et puis, retenez une deuxième chose, c'est que moi, je passe la journée ici. On est exposant sur le stand de Créacité. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. On vous présentera nos solutions. Merci. Merci, Lionel. Tout a été dit. Non, mais je pense qu'il faut surtout persévérer, pas se décourager. Il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut y revenir. Et il faut surtout trouver la bonne personne en face de soi. Il faut arriver à trouver la bonne personne. Mais voilà. Bien. Merci. Allez, on va un business angel d'abord, en fait, voilà. Rapidement. Ouais. Levée de fonds, c'est pour augmenter vos fonds propres. Surtout ne pas négliger vos fonds propres au démarrage et ne pas aller trop tard sur la levée quand vous n'aurez plus de fonds propres. Parce que dès que vous n'avez plus de fonds propres, vous ne pouvez plus rien faire. Donc surtout ne négligez pas cette phase-là, n'allez pas trop tard sur la levée de fonds, y allez quasiment tout de suite. Quand vous avez encore un niveau de fonds propres élevé, ça sera d'autant plus facile pour aller chercher d'un de la dette, 2 des aides, et 3 rassurer les investisseurs qui vont venir chez vous. Donc n'y allez pas trop tard, sinon ça va être d'autant plus difficile. Bon, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Tout a été à peu près dit. Hein. C'est vrai que pour le porteur projet, encore une fois,
revenir à la tâche. C'est ce que je disais tout à l'heure, les dossiers, on va passer beaucoup, on va passer du papier, et sur le papier, l'idée, on ne va pas passer 2 heures à examiner un dossier, donc c'est la première présentation qui va faire la différence, et si ça ne passe pas une première fois, il faut revenir une deuxième fois, voilà, insister, persévérer, et je pense et surtout déjà croire en son propre projet, parce que des fois il nous arrive aussi d'avoir des porteurs de projets qui n'y croient pas eux-mêmes, ça devient un peu embêtant, voilà. Oui, je crois... Moi aussi, je partage, faites-vous accompagner, alors sans dépenser des fortunes non plus, mais faites-vous accompagner. Il y a, mais ne serait-ce que BPI, il y a aussi les CCI suivant les endroits, il peut y avoir des organisations patronales, enfin bref, il y a tout un écosystème qui peut vous accompagner à coût raisonnable. Et puis, prenez-vous-y relativement tôt, parce que c'est un vrai métier pendant une certaine phase de lever les fonds, et ne pensez pas que si vous passez par un professionnel, il va tout faire à votre place. Il faudra de toute façon mouiller la chemise et croire dans votre projet et vendre votre projet, votre solution. Et de toute façon, ça vous aidera dans le business, parce que quelque part, au-delà de lever les fonds, quelle que soit la formule, vous développerez votre business. Et c'est ça le plus important. Merci. Bien, merci à tous nos participants, tous nos invités ici. Voilà, on arrive au moment de conclusion. Donc, je remercie toute l'équipe, toutes les entreprises qui étaient là présentes. Quelques dates à retenir. Comme le disait Lionel, aujourd'hui, voilà, salon d'entreprise. On peut aller voir les startups de Créacité qui sont sur le stand, là, à côté. Il y a d'autres entreprises aussi à voir, bien sûr. D'autres dates clés, la quinzaine de l'entrepreneuriat, ça se passera à la CCI Beaujolais du 13 au 24 novembre, avec un atelier en l'occurrence que j'animerai sur la partie se différencier par l'innovation, muscler et sécuriser son projet. Voilà quelques points clés sur ce point-là.